Alors, c'est vrai qu'on va vous parler d'un sujet qui est évidemment un sujet crucial, particulièrement en ce moment, c'est l'heure du rebond. Il est clair qu'aujourd'hui, innovation et numérique ont une carte toute particulière à jouer. Mais la question, c'est comment? Alors l'idée de ce séminaire a pour but de partager avec vous des travaux de recherche que nous avons menés en 2020 au sein de l'ISM. Alors l'ISM, c'est l'International School of Management qui aujourd'hui a un pied un peu sur tous les continents, qui est un organisme de recherche où il y a de nombreux thésards aujourd'hui qui travaillent sur différents sujets. Et nous, plus particulièrement au sein d'Acadis, on a voulu faire un panorama de toutes les études, de tous les cas un peu emblématiques de réussite du numérique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait aujourd'hui le succès, mais aussi l'échec de ces transformations numériques. Et en exclusivité, eh bien, on va partager avec vous un peu les grandes conclusions de ce travail de recherche avec finalement trois parties. D'abord, la partie des leviers, de finalement mettre en exergue quels sont les leviers qu'ont nos entreprises aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, et qu'elles peuvent actionner à tout moment. Leviers qu'elles n'avaient pas forcément à l'ère industrielle, et donc forcément ce sont des spécificités que toutes les organisations aujourd'hui n'intègrent pas dans leur projet d'entreprise. Ce qu'on a pu constater aussi au travers de nos recherches, c'est qu'il y avait des pièges. Et des pièges importants dans lesquels aussi de nombreuses entreprises tombaient. Et le but, c'est effectivement de les résumer. Il y en a trois principaux qu'on va partager avec vous. Et enfin, il y a aussi, c'est la bonne nouvelle, des facteurs clés de succès. On voit que des entreprises aussi emblématiques que Tesla, que SpaceX, du fameux gourou entrepreneur Elon Musk, eh bien, ont intégré de nouvelles façons de faire. Et avec le succès qu'on connaît, vous savez qu'Elon Musk est passé hier le deuxième homme le plus riche de la planète et a dépassé le fameux Bill Gates. Eh bien, le but, c'est justement de comprendre comment ces nouveaux entrepreneurs de la nouvelle génération font. Donc voilà ce qu'on vous propose. Alors, on va commencer par les leviers numériques. Et la grande problématique que l'on a aujourd'hui dans nos entreprises, c'est qu'on a encore beaucoup de mal à faire la distinction entre ces notions d'informatique, de numérique et de système d'information. Pourtant, les enjeux n'ont rien à voir. Le numérique aujourd'hui pèse 10 fois plus que l'informatique. Et le système d'information pèse 20 fois le budget de l'informatique. En fait, on a tendance aujourd'hui à confondre le monde du producteur, celui qui met à disposition les équipements matériels, logiciels, les services associés, du monde du consommateur. Et le monde du consommateur, ce sont toutes les entreprises utilisatrices qui ne sont pas du secteur informatique et télécom. Ce sont aussi à l'intérieur d'une entreprise tous les départements non DSI. Ce sont ceux qui vont utiliser. Alors qu'est-ce que le numérique? Eh bien, le numérique, finalement, c'est tout simple. C'est une activité métier qui se fait forcément au travers d'un outil informatique. Et on a le système d'information qu'on a oublié, qui est une notion beaucoup plus large, puisqu'elle intègre le numérique, mais ce sont aussi tous les traitements qui sont faits, qui sont non dématérialisés aujourd'hui, qui se font encore à l'oral, qui se font encore sur support papier. Et ce qui est intéressant, quand on a cette vision-là, et on va le voir dans l'entreprise numérique du futur, c'est que la vraie question est de savoir où est-ce que l'on est performant. Et là, on a le monde de l'informatique qu'on peut résumer au monde de la machine, avec un M, le numérique qui en général est dans une interaction human to machine, et quelque part le système d'information traditionnel, où on n'a pas forcément d'outils informatiques, et on parle de human to human. Et en fait, dans la dimension numérique, il y a une autre catégorie qui émerge. C'est celle du machine to machine, des traitements automatiques, à travers l'intelligence artificielle, à travers des IoT, de la blockchain, que sais-je. Et donc, la vraie question aujourd'hui de l'entreprise numérique, c'est de savoir qu'est-ce que je dois mettre en machine to machine, qu'est-ce que je dois mettre en human to machine et qu'est-ce que je dois mettre en human to human. Il est évident que le but n'est pas de faire du tout numérique,
parce qu'on n'aura pas forcément le niveau de performance idéal ou attendu. Alors par rapport à cette problématique, on a effectivement aujourd'hui 3 leviers fantastiques de transformation. Le premier, il ne surprendra personne, c'est le levier technologique. On a aujourd'hui un foisonnement en termes de technologie qui est impressionnant. Des moteurs de recherche, en passant par l'intelligence artificielle avec toutes ses déclinaisons, machine learning, deep learning, que sais-je. On va jusqu'au digital twin, le cloud de plus en plus omniprésent, le big data, l'IoT, etc. C'est un véritable levier qu'on ne met pas forcément aujourd'hui systématiquement au regard de la chaîne de valeur de l'entreprise. Le deuxième grand levier qui a été identifié, c'est clairement la data. On voit bien la data derrière l'outil comme la matière première, la vraie matière première de cette nouvelle ère, qui est l'ère de l'information et des services. La data, qu'on peut décliner en données, information, connaissance. Quand on est un peu féru d'IA, on va parler aussi de conscience. Et là, une nouvelle fois, la donnée peut littéralement changer nos business models, comme on le verra dans un instant. Et enfin, ce qui est aussi nouveau, et ce qu'on a pu identifier dans tous les cas emblématiques de réussite, eh bien, c'est des nouvelles façons de faire. Et là, on appelle ça le levier digital. À nouveau, ce levier digital, il est neuf. Il n'existait pas dans une ère et dans une culture industrielle. Et on parle de quoi? De dématérialisation, de désintermédiation, de plateformisation, de logiques comme le crowdsourcing, le freemium, l'inbound marketing, long tail, etc. Eh bien, ces 3 leviers aujourd'hui, il faut à la fois les maîtriser, mais surtout les confronter à ce que fait l'entreprise traditionnelle. Et on verra qu'au-delà de ces 3 leviers, on peut identifier des sources de valeur ajoutée, des sources d'innovation absolument phénoménales. Concernant les leviers pour travailler toute la valeur ajoutée du numérique, donc sur les leviers technologiques, on voit que vous êtes majoritairement à connaître tous les leviers technologiques possibles, puisque la majorité des répondants sont sur pas du tout, faiblement et moyennement. Sur les leviers de la data, je dirais que c'est un peu le même constat, avec par contre, il y a un peu plus de gens qui connaissent les leviers informationnels, data et information et la notion de connaissance dans vos entreprises. Et sur la partie des leviers, des concepts digitaux, là, on est quand même majoritairement, effectivement, sur du moyen. Donc, ça veut dire probablement que certains concepts sont connus et d'autres beaucoup moins. Alors, effectivement, si on se dit qu'une entreprise, dans son fonctionnement général, si on prend le recul sur la chaîne de valeur de Porter, une entreprise, elle a des métiers et des activités d'innovation, d'ingénierie, de développement qui visent à développer ses modèles, à développer ses produits et services, à inventer de nouveaux modèles et de nouveaux marchés. Elle a aussi des activités de production ou de maintenance, d'exploitation, donc c'est tout ce qui concerne la production de son service. Là, l'enjeu, c'est l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire c'est produire avec moins de coûts en optimisant les processus. Si on continue sur la chaîne de valeur, on a toutes les fonctions de support. Donc les fonctions de support, la RH, la finance, l'informatique est une fonction de support, tout ce qui est la finance, la paye. Là, c'est l'excellence technologique et l'excellence organisationnelle, c'est-à-dire à enchaîner les processus le plus optimisé possiblement, qui est l'enjeu. Le dernier point, c'est la partie front office, donc la partie commercialisation. Et là, l'enjeu, c'est l'intimité avec les clients et les partenaires. Donc, quand on veut aborder la réflexion de quel levier numérique je peux utiliser sur l'ensemble de ces pans de l'entreprise, on peut se dire que quand on est sur les pans d'innovation et d'ingénierie et développement, on parle plutôt des leviers de désintermédiation et de réintermédiation. Quand on est sur tout ce qui est toujours innovation et à la charnière avec la production, on peut parler d'innovation prospective. Sur tout ce qui est production, maintenance, exploitation, les leviers numériques majeurs, c'est ceux qui sont autour de l'automatisation et de la robotisation. Sur la partie fonction de support, on a bien sûr les leviers de dématérialisation qui sont généralement très connus. Quand on continue sur les fonctions de support, la partie collaboration, c'est en particulier sur les leviers RH qu'il y a ces sujets-là, et puis la partie fondation IT, pour l'informatique elle-même. Et puis, bien sûr, quand on arrive sur la partie front office, commercialisation, relations aux parties prenantes, on est sur des leviers de personnalisation de la relation et d'omnicanal. Donc, une façon de
faire travailler l'entreprise sur ces travaux-là, c'est de prendre ce prisme et cette roue et de faire travailler l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur la compréhension des leviers possibles, avec bien entendu au cœur de tous ces leviers la data. Donc si on regarde un petit peu très rapidement, si je reprends effectivement les leviers, donc sur ce panorama qu'on a construit, qu'on utilise beaucoup pour travailler sur les visions numériques des entreprises, on voit que par exemple sur les leviers de désintermédiation et réintermédiation, on a des concepts comme la blockchain, on a des concepts comme le crowdfunding, le crowdsourcing, les plateformes. Sur la partie innovation prospective, ben, on a tous les labos, l'open innovation, les labs, les MVP, les proof of concept, mais tout ce qui est aussi le travail sur la data et puis toute l'algorithmie prédictive, les self-learning engines qui sont vraiment là pour le coup dans ce que Christophe a appelé effectivement le machine to machine. Sur la partie back-office, donc les leviers d'automatisation, ben vous avez l'IA, les drones, les véhicules autonomes, les objets connectés, la domotique, tout ce qui est le BIM, les RFID, l'impression 3D. Sur la dématérialisation, alors on parle souvent de la GED et du numérique, mais il y a aussi toute la reconnaissance vocale, faciale, l'OCR, le paiement sans contact qui est très très employé en ce moment, tout ce qui est signature électronique, le DI, tout ce panorama-là. Sur la partie fondation IT et RH, on a tous les aspects sécurité, cloud, on a aussi les outils collaboratifs, les intranets collaboratifs, les SIRH. Et puis si on finit le prisme sur la partie personnalisation de la relation, qui est souvent confondue avec le digital, mais le digital, c'est pas les tablettes et les PC, ça c'est tactile, hein. Le digital, c'est l'ensemble du prisme. Et là, on parle effectivement de personnalisation de la relation, donc des applications mobiles, des chatbots, des tablettes, de la réalité virtuelle, de la géolocalisation, de tous ces leviers-là. Donc c'est juste pour étayer le discours, pour apprendre à connaître et à partager dans l'entreprise l'ensemble des leviers informatiques, numériques et systèmes d'information, et en particulier les leviers numériques. Cette roue-là permet d'animer un échange et un débat avec l'ensemble des métiers de l'entreprise et de se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent en regardant le numérique par les technologies, les concepts et les données et l'information. Alors on va à présent passer au deuxième enjeu, excusez-moi, ce sont les pièges à éviter. Alors là, effectivement, ce qu'on a pu constater, vous avez la photo de quelqu'un qui est devenu célèbre, un prix Nobel d'économie, le fameux Robert Merton Solow. En fait, Solow est devenu célèbre parce qu'il a jeté un pavé dans la mare. Quand on l'interrogeait sur la productivité informatique, il a clairement dit « moi en tant que… » Oui, tout à fait, Christophe. On voit bien. Confirmé, super. Parfait. Alors en fait, l'idée, c'est effectivement que Solow a très clairement dit « attention ». Aujourd'hui, en tant que macroéconomiste, je constate que malgré tous les investissements informatiques qu'on a faits, on n'est pas forcément plus performant. Et il a comparé notamment les États-Unis, qui avaient 15 ans d'informatisation d'avance par rapport aux pays développés, les pays occidentaux que vous connaissez. Et en fait, en regardant les différentiels de productivité et de la croissance notamment, il a constaté que les États-Unis, avec l'outil informatique, étaient moins performants, avaient perdu quelque part en croissance et en performance par rapport aux pays qui n'avaient pas investi. Alors c'est terrible comme constat, il y a eu toute une école de recherche qui a essayé dans les années 90 de démontrer que le paradoxe de Solow avait plus lieu d'être. Je pense à Brynjolfsson notamment. Et nous, dans ce travail qu'on a fait avec l'ISM, on a repris tous les derniers travaux, y compris ceux de Brynjolfsson. Et malheureusement, quelle est la situation? C'est que le paradoxe de Solow en 2020 est toujours d'actualité. C'est-à-dire que globalement, on a un véritable souci quand on essaie de comprendre, est-ce que les entreprises aujourd'hui créent-elles de la valeur au travers de tous les investissements qui sont effectués? Alors on peut dire oui pour le producteur, oui pour le secteur informatique et télécom, et plutôt non pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un vrai enjeu, et on a essayé évidemment au travers de toutes les études, il y en a eu des dizaines qui ont eu lieu et qui confirment ça. D'ailleurs, juste pour vous donner les statistiques, il y en a une que vous connaissez bien, il n'y a qu'un projet sur 3 aujourd'hui de nature informatique qui termine dans le budget, dans le délai avec la satisfaction des utilisateurs. Quand on est en mode agile, on augmente un peu à 40-45%. En tout cas, on est loin des 100%. Mais aussi et surtout, quand on regarde, et ça c'est la vraie question des directions générales,
quel est le pourcentage de projets qui amènent la valeur ajoutée une fois que la solution a été mise en production par rapport à ce qui a été vendu au comité d'investissement. Eh bien là, on arrive à des statistiques qui font peur, qui font froid dans le dos, puisqu'il n'y aurait qu'un projet sur 10 à un projet sur 20 qui serait synonyme de création de valeur au sein de nos entreprises. Donc le paradoxe de Solow, c'est le vrai sujet aujourd'hui. Et donc il y a 3 pièges qui sont à éviter. Le premier, dans lequel tombent malheureusement beaucoup d'organisations, de responsables métiers, c'est le fantasme technologique. C'est de prendre le levier technologique qu'on vient de présenter comme quelque part un levier magique. C'est-à-dire qu'il suffit d'acheter de l'IA, il suffit quelque part de faire du machine learning, du deep learning, de l'IoT, que sais-je, pour que la valeur se crée. Non, ce n'est qu'un outil, et cet outil, s'il n'est pas mis en perspective, il ne sera jamais synonyme de valeur. Donc ça, c'est le premier piège qui fait que de nombreuses d'entreprises aujourd'hui ne génèrent pas de la valeur. Le deuxième, il est terrible. Parce qu'en fait, on a pu, en termes de recherche, établir une corrélation entre la performance d'une entreprise et son informatique. Et c'est basé sur quoi? Sur le niveau de maturité en gouvernance. Donc, forcément, à contrario, si on regarde qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne génère pas de valeur, ben, c'est tout simplement une non-implication de la direction générale par rapport à nos projets de nature informatique ou numérique. Donc ça, c'est le deuxième piège, c'est de vouloir investir massivement alors que finalement, on n'a pas le support de la direction générale qui est la seule entre nous à pouvoir valider des changements organisationnels, des changements de modèle. Le troisième, enfin, c'est tout simplement une confusion entre l'ingénierie informatique versus l'ingénierie du système d'information. L'ingénierie informatique qui a pour but et finalité de mettre à disposition des solutions informatiques. En fait, l'ingénierie du système d'information va bien plus loin puisqu'elle met des solutions d'entreprise. Et c'est en cela que ce qui caractérise l'ingénierie informatique, c'est quand on parle de projet informatique au sein de l'entreprise. Ce qui caractérise l'ingénierie du système d'information, c'est quand on parle de projet d'entreprise. Donc, toutes les études montrent qu'aujourd'hui, ce qui est un véritable frein, voire une barrière pour créer de la valeur, ce sont bel et bien ces 3 pièges. Fantasme technologique, gouvernance déficiente et ingénierie IT plutôt que système d'information. Sur la deuxième question, est-ce que la direction générale est systématiquement impliquée dans les grandes initiatives et suit la création de valeur de ces initiatives? En particulier, justement, qu'est-ce que ça va apporter sur les usages? Qu'est-ce que ça va apporter dans les processus? Qu'est-ce que ça va apporter dans le mode de fonctionnement de l'entreprise? Donc, vous avez répondu plutôt fortement, qui est plutôt une bonne chose, et moyennement ou faiblement. Mais peu de gens ont répondu pas du tout, heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que vos directions générales soient fortement impliquées ou moyennement impliquées. Votre entreprise dispose-t-elle pour l'informatique, le numérique, d'une gouvernance satisfaisante? Alors, la gouvernance, c'est quoi? Donc, c'est pas que les comités, donc c'est pas la réunionnite générale, mais c'est le suivi des risques, c'est le suivi du portefeuille des initiatives associées à la stratégie de l'entreprise. Donc là, vous avez répondu plutôt fortement et moyennement à nouveau, et globalement plutôt un gros 2 tiers qui sont plutôt sur une gouvernance satisfaisante. Alors pour terminer, 3 facteurs clés de succès. Et vous savez qu'il y a un homme que vous voyez devant vous qui s'appelle le professeur Schwab, qui est l'instigateur du World Economic Forum à Davos, qui conseille aujourd'hui tous les grands de ce monde, à la fois dirigeants publics, mais aussi entrepreneurs, a commis un livre qui s'appelle La 4e révolution industrielle, en justement évoquant ce que nous parlons ce soir. Et il est clair qu'aujourd'hui, quand on observe quels sont les facteurs clés de réussite, on va complètement remettre en question à la fois ce que le professeur Schwab aujourd'hui annonce au monde entier. Pourquoi? Parce que déjà, les stratégies numériques aujourd'hui, qui quelque part forment et modèlent la stratégie d'entreprise, n'ont plus rien à voir avec les stratégies classiques que l'on connaissait d'antan.
Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une stratégie numérique qui n'intègre pas des business models asymétriques, bifaces, qui soient aussi data-centric. Ça, c'est la première grande caractéristique et le premier facteur clé de succès. On ne réussira pas la transformation, on n'arrivera pas à actionner les leviers, on n'évitera pas les pièges si à un moment donné, on n'a pas une stratégie qui soit ambitieuse à 5, 10, 20 ans. Le deuxième grand facteur clé de succès, c'est qu'il faut maintenant tordre le cou aux approches budgétaires qui sont trop orientées coût, qui étaient très utiles dans un monde industriel mature, où on sait que ce qui était différenciateur, c'était le coût unitaire, la qualité de service et donc l'optimisation. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. On n'est plus dans un monde, on le verra dans un instant, compliqué, on est dans un monde où aujourd'hui, il faut réinventer les modèles. Et pour réinventer les modèles, eh bien, très clairement, c'est la culture valeur qui doit dominer. Et la culture valeur, ce n'est pas simple. Changer une culture dans une entreprise, c'est 18 à 36 mois. Passer d'une logique budgétaire de gestion à une logique valeur, bénéfice, tous les termes que vous connaissez, je peux vous assurer que c'est un vrai et véritable changement culturel. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, on s'aperçoit aujourd'hui que la nouvelle race d'entrepreneurs, celle qui est en train d'inventer les nouveaux business models, eh bien, elle ne pense pas comme la pensée dominante du monde industriel. Très clairement, la pensée analytique, la pensée de l'ingénieur était la plus adaptée dans un monde d'optimisation, tel qu'on l'a vécu avec la maturité du secteur industriel quand nous sommes nés. Évidemment, ce n'était pas la même chose il y a 150 ans. Aujourd'hui, quand il faut réinventer les modèles, on s'aperçoit que le think in the box est un peu dépassé par le think out of the box. Qu'il faut aujourd'hui remettre en perspective l'ensemble de l'écosystème, comme Laure nous l'a montré. Montrer l'ensemble des parties prenantes, les relations entre ces parties prenantes, et voir comment est-ce que je peux aujourd'hui recréer de nouveaux business models, de sources de valeur ajoutée, évidemment liées à la data, évidemment liées aussi à ce qu'on appelle les business models asymétriques. Voilà pourquoi il faut oublier la logique industrielle. Non pas qu'on n'en a plus besoin, on a encore aujourd'hui besoin d'agriculture, on a encore besoin d'industrie. Mais l'industrie en tant que telle ne rapporte plus rien. L'industrie automobile aujourd'hui, heureusement qu'elle a intégré l'économie des services, puisque aujourd'hui la valeur ajoutée se fait essentiellement sur les services financiers et les services que vous connaissez de maintenance des véhicules. Donc, ce qu'on a pu apprendre au travers de ces trois facteurs clés de succès, c'est qu'il y a une autre logique aujourd'hui à acquérir. Il faut dépasser la culture industrielle et ça, c'est le vrai enjeu aujourd'hui auquel nous faisons face, auquel nos décideurs font face. Avez-vous une stratégie numérique à jour et validée, très important, par la direction générale, intégrant les notions de business model asymétrique et orienté données? Donc là, majoritairement, à plus de la moitié, c'est pas du tout ou faiblement. Alors effectivement, ce qu'on voit souvent nous dans les entreprises, bon, premièrement, c'est que la stratégie numérique est pas toujours à jour et validée. C'est-à-dire que la première question que je pose souvent quand je rencontre des entreprises, c'est: avez-vous une stratégie numérique? En général, on me dit oui, oui. Et là, j'ai dit montrez-la moi. Et là, on me dit oups. Parce qu'en fait, une stratégie numérique, si elle est bien faite, elle est claire, elle est partageable et elle est écrite. Diriez-vous que votre entreprise possède une forte culture de l'innovation? Alors, c'est plutôt moyennement et faiblement, si je vois vos réponses, mais il y a quand même pas mal de réponses fortement. Alors, comment on travaille la culture de l'innovation? Alors, effectivement, une des clés de l'innovation, c'est de regarder différemment les choses. Donc, les clés pour travailler l'innovation, c'est pas forcément de mettre une boîte à idées avec des petits mots pour que tout le monde mette des boîtes à idées. D'ailleurs, boîte à idées qui est en général faiblement exploitée et ça finit aux oubliettes. C'est plutôt de privilégier l'interdisciplinarité, de privilégier les angles de vue différents. Et c'est un levier majeur et merveilleux pour travailler entre les équipes informatiques typiquement et les équipes métiers sur des réflexions de
qu'est-ce qu'on peut faire en regardant de façon curieuse ce que fait le monde autour de nous. La pensée systémique est-elle largement départagée au sein de votre entreprise? Alors, plutôt faiblement et moyennement. Effectivement, c'est l'idée d'animer le débat et d'animer les échanges avec les points de vue des différents acteurs de l'entreprise sur l'ensemble des processus qui peut vous aider sur ce domaine-là. Oui. Donc, il y a une étude de Gartner qui a été faite sur la question « Est-ce que la crise que nous traversons, est-ce qu'elle a favorisé la relation entre les DSI et les dirigeants métiers ou pas ?» Et en fait, on voit que ça s'est plutôt traduit par une amélioration de la relation, puisque 75% des DSI interrogés ont formé les dirigeants et les autres directions métiers pendant la crise, c'est-à-dire qu'ils ont apporté en fait de l'explication sur comment utiliser les outils informatiques. On sait qu'un des sujets de la valeur, c'est de vérifier l'usage qui est fait des systèmes d'information une fois qu'ils sont déployés. Donc ça a plutôt favorisé. 2/3 des DSI ont augmenté leur connaissance des fonctions opérationnelles de leur entreprise. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, les DSI du coup, qui ont été confrontés à réagir vite pour permettre à l'entreprise de télétravailler, de fonctionner différemment, en ont profité pour apprendre avec leurs équipes mieux comment fonctionnaient les collaborateurs en interne sur les opérations. Et puis 67% ont piloté des initiatives avec un impact important pour leur organisation. Le plus souvent, ça a été autour du télétravail, mais on voit bien que ça a mis en exergue la fonction des SI et son rôle crucial dans les processus de l'entreprise. Donc toute la question maintenant, c'est comment transformer l'essai et comment passer d'un mode salué par l'entreprise de réactivité de la DSI pour faire en sorte que le maintien en conditions opérationnelles soit là, à un mode nous sommes contributeurs de la transformation de long terme. Donc c'est ça le challenge du rebond avec les différents leviers dont on a pu parler aujourd'hui. Voilà pour le partage que je pouvais faire pour répondre sur les 3 facteurs clés succès. Merci Laure. Donc vous avez vu et compris en quoi consistait la vision 333. 3 leviers, 3 pièges à éviter et 3 facteurs clés de succès. Et aujourd'hui, on pense qu'effectivement, si les entreprises intègrent ce que les meilleures pratiques et les études académiques nous ont apprises tout récemment, eh bien, elles ont une véritable chance aujourd'hui, une véritable opportunité de s'ouvrir un avenir radieux. Voilà, nous en avons fini pour nos interventions, Laure et moi. Oui, alors je vais commencer par déjà vous remercier parce qu'il y a eu environ une dizaine de réponses. Donc on va essayer de répondre à toutes ces réponses-là. Donc la première, sur les leviers, comment est considéré le levier humain ? Alors, le levier humain, il est évidemment intégré, mais pas forcément comme un levier aujourd'hui, plus comme un facteur clé de succès. Donc, quand on parle des facteurs clés de succès, vous avez compris que la pensée analytique, systémique, derrière, il y a tout l'humain en fait qu'il faut amener, embarquer et sur lequel on va travailler. Donc, il est clair que l'humain est omniprésent sur aussi bien les pièges à éviter, puisqu'il faut sensibiliser la direction générale, mais aussi les collaborateurs, les responsables métiers. Donc je dirais que sur toute la vision 333, l'humain est présent partout, mais plus particulièrement sur la pensée systémique. Merci Christophe. Prochaine question de Georges Bressange de Anagra. Alors, quelle méthode ou métrique pour mesurer objectivement les taux de réussite ou le taux de création de valeur de projet de transformation numérique dont vous parliez, sachant que les entreprises ne communiquent pas forcément dessus, surtout quand cela est un échec? Alors, c'est évidemment pas une question simple. Aujourd'hui, déjà, la première question, c'est quelle est la part du budget d'une entreprise dans l'innovation? Une autre question, c'est comment l'innovation est-elle menée? Comme Laure l'a dit, l'innovation, ce n'est pas le propre des ingénieurs de recherche, c'est le propre de tout le monde. Et ensuite, pour pouvoir encore répondre à cette question, il faut voir qu'est-ce que l'innovation. L'innovation n'est pas forcément technologique,
Elle est, vous l'avez compris, elle peut être organisationnelle, elle peut être commerciale. Et donc l'innovation est un champ extrêmement vaste. Mais aujourd'hui, pour vous donner qu'un chiffre, je l'ai moi-même rencontré dans des sociétés japonaises qui essaient de mettre à contribution l'ensemble de leurs collaborateurs. Un indicateur, c'est combien ai-je cette année d'idées par collaborateur en moyenne, par service. Donc ça, c'est un premier élément qui montre déjà est-ce que ça foisonne ou pas. Et puis ensuite, il y a la logique de la valorisation de l'innovation elle-même. C'est une des questions les plus difficiles qui soit. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de directeurs financiers, de directeurs généraux qui pensent qu'on est capable de mettre un ROI derrière ce que l'on fait en innovation. Et là, c'est faux et archi faux, et c'est un des plus grands pièges qui soit, parce que par définition, quand on sort une innovation, on ne sait pas ce qui va fonctionner. Quand Steve Jobs, quand il est retourné aux manettes, a sorti l'iPad, il n'avait aucune idée de potentiel de marché. L'iPod, pareil, l'iPhone, pareil. Donc, à un moment donné, l'innovation, c'est aussi des paris. Et mettre ça en équation est extrêmement difficile et voire contre-productif. En demandant qu'est-ce qu'un business model asymétrique, comme on a pu en parler dans les formulaires. Oui, alors là, je peux prendre la main. C'est un business model asymétrique. Le cas le plus célèbre aujourd'hui, c'est Google. Le savoir-faire de Google, à la base, c'est le moteur de recherche. C'est encore là où il investit le plus dans sa R&D. Or, il ne tire 0 revenu du moteur de recherche. Ça, c'est quelque chose de totalement inconnu dans le monde industriel parce qu'on a toujours vécu de son savoir-faire primaire. Google, d'où tire-t-il ses revenus? Simplement en offrant gratuitement, on est dans la logique un peu freemium qu'on évoquait précédemment, en offrant gratuitement, il a une forte audience et cette forte audience, il va la monétariser de deux manières. La première, c'est tout simplement en agence de publicité. Donc on voit bien qu'on est dans un business model asymétrique. Et puis, ça c'est la première bande, et la deuxième bande, enfin plutôt la deuxième bande, et la troisième bande, c'est tout simplement, il capte les données de son audience et les revend. Donc on voit bien qu'il ne tire pas de revenus de son premier savoir-faire, mais d'un second, d'un troisième, par des effets justement de rebond. Effectivement, et quand j'expliquais par exemple l'exemple du groupe Accor ou l'exemple de la Poste, le cœur de business model de la Poste, c'est de livrer des lettres et des paquets. Néanmoins, quand ils proposent leur bureau de poste pour accueillir des candidats qui passent le code, ils sont dans une démarche asymétrique, puisqu'en fait, ils utilisent un de leurs assets, qui sont tous les bureaux de poste qui sont localisés par définition dans toutes les petites villes et dans toutes les villes de France, pour faire un nouveau business, puisqu'ils vendent en fait l'espace. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réflexion asymétrique. C'est pas toujours basé sur la data. Donc c'est utiliser un de ces assets pour aller sur un business model qui n'est pas le sien au départ. Comment prouver la création de valeur sans la mettre en regard du coût? Alors, dans la création de valeur, il y a de toute façon une notion de coût à un moment donné. Simplement, quand une activité est nouvelle, quand on parle de la R&D, par exemple, qui est typiquement une activité qui doit être gérée en centre de valeur, on sait que si on sort quelque chose d'intelligent, d'intéressant, en général, la valeur qui sera générée sur le marché est complètement décorrélée avec son coût. Donc, il y a le coût quelque part de développement qui, quand on sort une innovation qui vaut le coup, est bien supérieur. Alors, on doit à la fois le décorréler au départ, et puis ensuite, quand on le met vraiment sur le marché, qu'on voit le résultat, de fait, on va quand même devoir s'interroger à minima de ce que ça coûte pour tout simplement voir le niveau de rentabilité de l'innovation. Tout à fait. Et on peut aussi ajouter qu'en fonction des typologies de projets ou d'initiatives que vous conduisez, les indicateurs qui permettent de mesurer réellement la valeur, ils peuvent être de différents niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer la valeur par un taux de satisfaction, typiquement. Un taux de satisfaction, nombre de consommateurs contents ou mécontents, réduction du nombre de consommateurs mécontents, c'est une mesure de la valeur. Alors vous allez me dire, on peut dire, voilà, si j'ai réduit mon taux de réclamation de temps, ça veut dire que j'ai gardé tant de clients, c'est le principe de la réduction du churn, et ce nombre de clients que j'ai gardé, je peux le valoriser. Oui, vous pouvez aller jusque-là, mais la vraie formalisation de la valeur ne nécessite pas de dire la baisse des réclamations se traduit par X% de chiffre d'affaires que j'ai sauvegardé. Le fait de dire les réclamations étaient de X et sont passées à X, c'est déjà une formalisation de la valeur. Et de toute façon, cet indicateur-là, c'est comme ça que vous allez le mesurer et non pas sur le chiffre d'affaires retenu.
Nous nous rendons compte à travers nos réponses que nos entreprises sont peu dans les trends qui sont proposés ou peu dans les évolutions des méthodes plus modernes. N'allons-nous pas trop vite par rapport à la vitesse d'évolution d'une entreprise? Dans vos différentes interventions hors de ce soir, avez-vous ces mêmes types de réponses, à savoir un peu en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire? Alors, le monde, effectivement, aujourd'hui va très vite et je pense que la période que l'on vit est très spéciale, là. Mais néanmoins, malheureusement, elle catalyse aussi les bons business models et les mauvais business models. Donc, je crois qu'on est arrivé à une période où presque d'introspection, à la fois à titre personnel, mais aussi au niveau de nos entreprises. Et je crois que c'est un moment extrêmement privilégié de prendre le temps, justement, pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Évidemment, il ne faut pas se précipiter, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais ce que la science managériale nous a appris, c'est qu'il y avait de bonnes approches. Faire aujourd'hui s'arrêter et d'avoir une stratégie numérique digne de ce nom, c'est un incontournable. Il faut aujourd'hui réinventer la manière de faire. On est très clairement à la fin d'un cycle. La révolution industrielle qui a tellement aidé notre pays, aujourd'hui arrive au bout. On a aujourd'hui moins de 12 à 15% du PIB qui est encore d'origine industrielle. Donc il est clair qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre et ce monde ne répond pas aux mêmes caractéristiques que le monde industriel et il faut effectivement l'embrasser au plus vite. Mais au plus vite, ça ne veut pas dire se précipiter, ça veut dire utiliser ce que la science managériale nous a appris. La stratégie, toujours en premier. Effectivement, et c'est vrai que si vous avez beaucoup de sujets de compréhension entre l'informatique, le numérique et le système d'information, et qu'en même temps, il faudrait se demander est-ce que je peux réinventer mon entreprise avec un business model asymétrique, je dirais que ça se fait par étapes. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je pense que le point de départ, c'est déjà la pédagogie qui vise à comprendre qu'il faut réfléchir processus et usage. Donc ça, c'est le cœur de l'histoire, donc c'est le cœur du numérique. Donc arriver à acculturer, en fait, on va dire, l'entreprise sur le fait qu'il faut raisonner usage et processus et le fait qu'il y a plusieurs leviers de transformation numérique pour travailler cela, les leviers technologiques, les leviers de data, informationnels et les concepts, pour arriver à ce que l'entreprise comprenne que le numérique, c'est pas que de la technologie, mais c'est bien les trois, c'est de la technologie, des concepts et des leviers informationnels. Déjà, partir de ce point de vue-là, c'est déjà un bon point de départ.